Nous sommes le 22 mars 2020 et nous enregistrons un hors-série consacré au télétravail. Si certains le pratiquent ou le pratiquaient déjà avant, de temps en temps, ou souvent, pour beaucoup, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Nos chroniqueurs vous proposent quelques trucs et astuces, mais aussi des outils pour mieux communiquer et fonctionner professionnellement, autant que possible, évidemment. N'hésitez pas à commenter et à partager ce hors-série dans vos réseaux. Merci de nous accueillir. Très bonne écoute. Hors-série un petit peu particulier, vous vous en doutez, évidemment. Pour parler télétravail, c'est vrai que c'est un sujet qui, depuis une semaine, voire même 10 jours maintenant, revient régulièrement, on en parle régulièrement de télétravail. On a vu un peu partout, sur des différents sites technologiques ou pas, d'ailleurs, donner des conseils. On s'est dit, bah tiens, on a des chroniqueurs qui ont l'habitude de télétravailler, c'est peut-être l'occasion de faire un petit retour d'expérience, ou un gros retour d'expérience, et de partager quelques outils. Ces chroniqueurs sont les suivants. Voici les deux Sébastien, ça va être facile pour moi. Fois de plus, Sébastien B et Sébastien S, on va dire ça comme ça, tous deux habitués au télétravail, peut-être plus Sébastien S d'ailleurs, c'est vrai, hein, ça fait un moment. Ça fait une dizaine d'années que je travaille au moins un jour par semaine à la maison, et là depuis 5-6 ans, encore plus, genre 2-3 jours, ouais. quand je voyage pas. Ouais. Et Sébastien, l'autre, tu télétravailles régulièrement, toi, ou pas beaucoup? En tant que chef d'entreprise, c'est plus difficile, peut-être. Bah, j'ai travaillé les 10 premières années de ma carrière à 100%, donc oui. là, ça va. Et maintenant, ici, non, c'est encore assez régulier, quand même. C'est pas 5 jours semaine, mais c'est après 18h, le samedi, le dimanche, ou en dehors du bureau. Et on précise du télétravail dans le domaine de l'informatique, hein, comme ça c'est encore plus simple, donc technologie, et donc voilà. D'autres chroniqueurs dans l'équipe télétravaillent régulièrement aussi, c'est le cas de Benoît avec qui j'ai un petit peu échangé hier, c'est le cas d'Aurélien également, qui a quelques idées sur la question. On pouvait pas réunir tout le monde là ce dimanche, puisqu'on est dimanche, et que là aussi, on télétravaille quelque part, mais c'est bon, plus pour le plaisir, et pour le plaisir de rendre service que nous le faisons, évidemment, comme toujours avec nos hors-séries et nos épisodes. Je vous propose de faire ce hors-série un petit peu à la manière d'un épisode classique, c'est-à-dire avec un abécédaire, et on commence avec la lettre A. A comme astérisque. Astérisque. Astérix, c'est de la voice over IP, facile d'accès. C'est Sébastien qui nous en parle forcément. C'est facile, ça. Facile, oui. Oui, j'ai mis le facile pour ceux qui nous écoutent seulement entre guillemets, parce que facile, c'est pas le truc le plus facile, astérisque, honnêtement. Et pour la première fois que tu installes un astérisque, tu perds quelques cheveux, donc tu vois que j'en ai installé quelques-uns. Et donc, oui, je voulais quand même remettre le tool en avant parce que c'est top pour une PME. Il y a plein de services qui existent, il y a moyen d'utiliser des astérisques tout fait ou préinstallés chez des hébergeurs connus en France ou ailleurs. C'est pas non plus overkill de l'installer soi-même ou de demander à un consultant un petit coup de pouce. L'énorme avantage de l'astérisque, c'est que à quoi ça sert déjà, hein, et c'est de pouvoir faire entrer une ligne en voice over IP. Donc vous achetez votre numéro en Belgique, chez 3 Stars ou chez d'autres boîtes. En France, OVH le fait aussi. Donc vous achetez un numéro, vous le connectez à Asterisk, et puis tous les appels qui rentrent sur votre trunk, et de là vous pouvez connecter tous les téléphones que vous voulez. Téléphone, c'est des téléphones voice over IP classiques, SIP, donc c'est des trucs qui coûtent une centaine d'euros. C'est pas non plus énorme pour des petites entreprises de mettre un petit téléphone comme ça à tout le monde. Et après, ce qui est assez génial, c'est que où que vous soyez, du coup, vous êtes connecté sur le même réseau. Donc moi, j'ai un téléphone ici qui est sur mon bureau. Les gars en ont au bureau. On est sur le même. Si quelqu'un doit me passer un appel, il connaît mon extension, il passe un appel, je suis à la maison, et inversement. Et tu as aussi ce qui s'appelle des soft phones. Tu as tous les clients SIP classiques, il y en a plein sur le marché, qui existent sur Android, sur iPhone et sur toute autre plateforme. Et à partir du moment où tu le connectes, là aussi, bêtement à ton astérisque, tu peux passer un appel à un collègue sur son téléphone, ou faire une téléconférence à deux, ou faire... Enfin voilà, tout est... on arrive tous sur le même central, en fait.
D'accord. Si tu as envie de gérer plusieurs lignes, tu peux gérer plusieurs lignes. Si tu veux gérer le fait d'avoir des messages d'accueil et puis après que ça sonne sur 3 téléphones en même temps jusqu'au premier qui décroche avec une file d'attente, la config n'a pas de limite. Voilà, la config est par contre un petit peu obscure, donc faut quand même un peu s'y mettre pour faire tourner le bousin. Mais une fois qu'on s'y est mis, voilà, c'est assez génial. Je veux dire, en entreprise, on a toute la liberté et ici, bah, effectivement, il n'y a plus personne dans les bureaux, hein, voilà, comme dans la plupart des autres entreprises. Et pourtant, c'est le même numéro qui fonctionne et tout le monde décroche comme s'il était à son poste de travail. Donc, rien n'a C'est changé, plutôt en fait. le genre de solution qu'on installe par défaut, pas nécessairement en période de crise, quoi. Je veux dire, c'est quelque chose qui doit être quand même préconfiguré, donc c'est pas un petit dans l'urgence que tu vas pouvoir déployer cette solution-là, quoi. Bah, ça se déploie dans l'urgence. Pour le moment aussi, il y a pas mal de boîtes qui déploient dans l'urgence, mais c'est vrai que c'est plus facile d'avoir prévu le coup Ouais. et d'avoir ça une solution de base pour tout le monde. Mais voilà, pensez-y après ou pendant, c'est quelque chose qui vous simplifiera la vie et qui vous fera des économies parce que après les appels avec un provider voice over IP vers la France, si on est en Belgique, ben, ça nous coûte nettement moins cher qu'avec l'opérateur national. D'accord. Donc voilà, question coût, c'est assez vite rentable aussi. Ok. Et pour ceux qui ont déjà un central téléphonique, ça marche comment? Si j'ai une PME, j'ai déjà mon petit central téléphonique, il y a moyen de faire des extensions, des bridges, des machins. Physique, tu veux dire un truc, bah Ouais. tu peux, mais en général, la plupart des installs, c'est du full virtuel, hein. Ils se cassent pas trop la voilà. tête. Ok. On enlève tout et on met juste un téléphone. Alors, ce qui est intéressant, il n'y a pas juste des téléphones fixes, parce que la plupart du temps, on voit des gens qui installent les téléphones classiques, tu vois, comme de bureau, ou, enfin les gros trucs de standardiste, quoi, hein. Ouais. Mais en fait, tu as aussi la possibilité d'y mettre des DECT. Donc, si tu veux mettre un truc sans fil, on en a quelques-uns en bureau, et voilà, tu décroches, tu te promènes avec ton téléphone comme si de rien n'était. Ok. Donc voilà, il existe pas mal de solutions qui sont pas trop chères sur le hardware. Et tu peux aussi y connecter des lignes physiques si tu veux, mais là tu dois commencer à jouer un peu, c'est déjà moins évident. Le plus facile à ce moment-là, c'est de demander un transfert, et tu peux. En Belgique, en tout cas, 3 stars, c'est pas la référence. Tu peux demander à 3 stars de transférer une ligne physique vers une ligne SIP, et tu vas recevoir tous tes appels là-dessus. Chouette. Évidemment, ça a un coût, on l'imagine, non? Bah, Asterisk, c'est libre. Donc D'accord. ça n'a pas de coût. Le coût, c'est l'installation. Ouais, c'est ça. Honnêtement, si c'est la première fois, prenez un gars qui s'y connaît pour vous donner quelques heures de ça. config. Ça vous évitera de perdre tous vos cheveux, quoi. Ok, bon, ben voilà déjà une solution. Avec la lettre A comme Astérix, on peut passer à la lettre C. On a viré le B, comme ça. C comme cloud, Sébastien, une solution pour le télétravail à distance qui existe également. C'est une solution qui existe chez différents opérateurs pour le coup. On peut peut-être voir ce qui existe justement en cloud actuellement. Oui, il y a pas mal de choses. Une des premières choses, c'est évidemment la connectivité, c'est connecter de façon sécurisée à son réseau d'entreprise avec des solutions VPN, mais je vais pas m'attarder trop là-dessus parce que comme avant, c'est pas le genre de choses qu'on installe dans l'urgence, c'est plutôt des choses qui doivent être installées avant. La deuxième partie, c'est la collaboration, et on va en reparler beaucoup dans cet épisode aussi, de conférences, de vidéos. Et puis il y a une troisième partie qui est le poste de travail. Et quel poste de travail on va utiliser quand on travaille à la maison? Est-ce que l'entreprise donne un laptop? Dans ce cas-là, ça pourrait être celui-là. Est-ce que si l'entreprise a des desktops, ben comment est-ce que j'amène mon poste de travail à la maison? Est-ce que je vais utiliser mon poste de travail personnel? C'est pas toujours une bonne idée, c'est même interdit par des politiques de sécurité de beaucoup d'entreprises. On ne peut pas utiliser pour se connecter à des applications d'entreprise la même machine que celle où on met des clés USB qui viennent de je ne sais pas où, ou les enfants qui jouent à je ne sais pas quoi, les charges encore moins je ne sais quoi. Et donc il y a de plus en plus de postes de travail qui se mettent en virtuel, dans le cloud. Donc ce sont des machines virtuelles qui fonctionnent chez un fournisseur et on y accède à distance. Alors le concept n'est pas nouveau. Je travaillais dans une boîte il y a plus de 10 ans, qui s'appelait Sun Microsystems, qui n'existait plus maintenant, mais qui avait déjà inventé ce concept d'espace de travail à distance. À l'époque, on s'authentifiait avec une carte à puce, et je pouvais sortir ma carte à puce à Bruxelles, aller à San Diego, remettre ma carte à puce dans un terminal, c'était juste un terminal, et récupérer ma session avec la souris au même endroit, etc. Ça se fait la même chose, ça s'appelle du VDI, Virtual Desktop
Infrastructure, VDI, Mhm. et les vendeurs de cloud ont tous des solutions. Alors, je connais celle que nous, on utilise, qui est celle d'Amazon. Mais du coup, pour préparer cette hors-série, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que les autres offrent? Évidemment, Microsoft a une offre sur Azure également. Et Google a une offre sur Google Cloud Platform. Donc, c'est quoi l'idée? C'est de faire tourner une machine Windows, en général, parfois Linux, mais souvent Windows, dans le cloud, donc sur les équipements du fournisseur, et d'y accéder à distance à travers juste une toute petite application toute légère. En fait, c'est comme si on déportait juste l'écran, le clavier et la souris. Tout le compute, les applications se passent à distance, et de notre côté, on a que l'affichage. Du coup, ça peut marcher sur n'importe quelle machine, sans échanger de fichiers avec cette machine. Donc, je peux prendre mon PC non sécurisé de la maison, celui où les enfants jouent, démarrer une application qui me donne une vue sur mon application, mon desktop à distance. Ce desktop peut être connecté à votre réseau d'entreprise. Les administrateurs système peuvent y installer les configs de sécurité nécessaires et les applications dont vous avez besoin pour travailler. Et ça permet de faire une très claire et très nette séparation entre la machine physique et les machines virtuelles sur lesquelles tourne l'application. Avec l'avantage de pouvoir tourner dans le cloud, donc je peux arrêter ma session sur mon Mac, reprendre la session sur une machine Windows, éventuellement sur une tablette. C'est pas très confortable de travailler depuis une tablette, mais technologiquement ça marche, et de garder ma session avec mes applications ouvertes, etc., comme je le ferais si j'avais un PC finalement gardé au bureau, avec la facilité aussi de pouvoir réimager ces instances très facilement. Donc si jamais elles sont crashées pour quelque raison que ce soit, on peut redémarrer très facilement sans nécessairement perdre de solution. Voilà. VDI, et Azure VDI sur Microsoft, Google GCP, j'ai oublié le nom, mais ça passe par des partenaires, notamment Itopa et Amazon Workspace chez AWS. Ça c'est bien pour les applications un peu classiques, j'ai l'impression. Les applications plus métiers, c'est plus compliqué du coup. Ça ne peut pas rentrer sur le même type de plateforme. Si je me fais bien comprendre, des applications qui seraient propres à un métier particulier, dans un contexte particulier. Non, la limite, c'est plutôt le réseau. Si le réseau que vous avez dans le cloud, mais là, nouveau, ça demande un peu de préparation, est connecté à votre réseau d'entreprise, il n'y a vraiment pas de limite outre la latence, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour aller du cloud on-premise. Mais il y a des instances avec du GPU, par exemple, pour faire du travail en 4cam, de la conception graphique ou du montage vidéo. C'est tout à fait faisable depuis le cloud. Les limites ou les points de challenge seront plus sur le temps qu'il faut pour communiquer avec des équipements qui sont dans le reste de l'infrastructure, par exemple du contrôle de machines-outils, du contrôle de lignes de production, où là on a besoin de temps de latence extrêmement faible, où là ça pourrait demander une petite étude pour voir si ce genre d'application est plus approprié. Mais pour les applications business traditionnelles d'entreprise, les SAP, tout ce qu'on peut imaginer, ça marche très bien. D'accord. Tu connaissais forcément Sébastien l'autre, c'est pas tout à fait innocent. Je dis Sébastien, c'est compliqué. Hein, on m'avait pas. Je vais appeler Tom et Jerry. Voilà. Sébastien, le cloud, toi, tu pratiques ou pas? Oui, mais non, pas sur les devices, pas sur le desktop, donc ça non. Nous, on reste sur des vraies machines. On revient sur le sujet suivant d'ailleurs. Mais j'ai une question, à Sébastien, facile. Et ça marche comment en cas de bi-écran? Parce que moi, je ne travaille pas avec un écran, par exemple, dans la boîte chez nous, c'est hors de question. Ils ont tous 2, 3. Moi, j'ai plus d'écrans ici. Là, pour le moment, j'en ai 7 en face de moi. Ça fait mal quand même, non? Ça dépend. J'ai malheureusement pas une réponse oui ou non. Ça dépend des protocoles qui sont utilisés pour transporter l'information. Il y a des protocoles qui permettent de faire du multi-écran, 3 ou 4, je sais pas, mais 2, je l'ai déjà eu donné. Donc ça dépend des solutions. Il faut aller voir ce que son vendeur propose. C'est vrai que on est énormément, en tout cas dans tout ce qui est numérique, à travailler sur 2 écrans. Hein, c'est une question de facilité. Évidemment, plus on monte en quantité d'écrans, plus c'est rare. Hein. Sébastien, il faut bien le reconnaître. 8 écrans, on est déjà chez des cas particuliers. C'est pathologique. Je veux dire, ça relève de la médecine. Non. Pas nécessairement. Non, mais tout le monde dans la boîte en a au minimum 3. Plus le laptop, donc en général ils ont 4 écrans parce que c'est une organisation qui
comment dire, psychologiquement est assez facile. Parce que en même temps, en dev en tout cas, hein, parce que la plupart font du dev ou du design, tu as un écran sur lequel tu as la demande du client que tu peux relire, l'écran sur lequel tu es réellement en train de bosser, tu as ton code qui est en face de toi, comme ça ta tête est droite sur ce que tu fais, et à gauche tu as ton résultat. Et D'accord. donc ça te fait gagner quand même énormément de temps en production pour un coût qui est dérisoire, parce qu'un écran, un bon écran pour une centaine d'euros, tu as tout ce que tu veux. Ouais, ouais. Donc effectivement, tout le monde a 3 écrans, et le laptop souvent ça sert après aux petites notifications, les chats, ils sont en train de discuter avec madame ou autre chose, et c'est le petit écran qui tourne sur le côté. Alors oui, il y en a 7 ici, mais les trucs au-dessus, c'est de la notification, du suivi, où on travaille avec GitLab, ou quand tu es en train de pousser un truc sur ton dev, bah, tu peux vérifier que c'est du monitoring en fait. Oui. Donc tu regardes et tu dis ok, c'est en train de passer, c'est terminé, je peux retourner sur mon job. Donc bon, voilà, c'est pas juste du luxe, ça fait gagner réellement du temps. Oui, bien sûr. Je me doute que c'est pas juste pour faire Matrix au bureau. Rien à voir. On passe à la suite. Petite E comme iGPU. C'est son meilleur ami maintenant à Sébastien. Forcément, puisqu'il a besoin de GPU avec tous ses écrans, forcément, hein, Seb? Oui, et c'est le meilleur ami de tous les gars dans l'équipe aussi, donc c'est le meilleur ami pour le télétravail. Je m'explique pourquoi. Nous, on passe par du physique, donc chacun a son laptop, parce qu'on est dans un métier où on a besoin de notre laptop pour aller en clientèle, pour bosser un peu partout, grosso modo. Donc quand tu es en clientèle, tu peux difficilement demander d'aller ouvrir une session à distance sur un PC du client. Tu as besoin d'un PC pour lui montrer. Donc, grosso modo, on a tous l'habitude, on est tous branchés avec notre laptop. Et le laptop, en général, n'a pas, à part quelques-uns, n'a pas réellement de puissance graphique exceptionnelle. Et c'est chiant parce que anciennement, tu avais tous les docks que tu devais connecter, enfin, tu vois le truc. Tu faisais le Toshiba, tu mettais sur le truc le Dell, et ça se connectait à tous les périphériques. C'était un peu l'enfer. Et donc ces dernières années, tout ça a été simplifié avec le Thunderbolt. Maintenant, on est avec le Thunderbolt 3. Il y a pas mal de boîtiers qui ont débarqué sur le marché, dont un boîtier que vous venez de voir sur vos écrans, c'est un Razer. Razer qui est la marque pour les gamers par excellence, mais qui a fait un excellent boîtier, et qui en plus n'est pas dégueu visuellement, donc ça ne gâche rien. Et donc le principe de ce boîtier, c'est que ça se connecte donc en Thunderbolt 3, donc directement sur votre PC, comme s'il était branché sur la carte mère. Donc vous avez un truc qui fonctionne comme si vous aviez une carte graphique, que vous arriviez à ouvrir votre laptop, vous me mettiez dedans et vous aviez une super carte graphique. Et donc on a tous un truc qui nous permet donc de gérer plusieurs écrans avec une performance incroyable, jusqu'au moment où on enlève ce bitonio qui fait que on se retrouve avec un laptop qui a un GPU tout à fait classique, Intel, qui en général est plutôt limité mais suffisant pour gérer un écran. Et 4 écrans, faut pas déconner non plus. Ce qui fait du coup que tous les desktops, que ce soit au bureau ou à la maison, on arrive, on branche un seul petit câble, et tout est connecté dessus, parce que le boîtier de Razer, c'est pour ça que je mets celui-là, parce qu'il y en a plein d'autres qui sont sympathiques, a un hub Thunderbolt en même temps, c'est-à-dire que non seulement tu as une carte une carte graphique que tu connectes directement sur ta carte mère, et en même temps ils ont une série de ports USB, réseau, qui sont rajoutés aussi sur le boîtier, que tu peux utiliser directement comme pour mettre ton clavier et ta souris, comme ça t'as pas besoin de connecter autre chose, tu mets un câble, tu laisses ton laptop sur le côté et tout est bon. Donc toutes les configs, tu peux aller sur n'importe quel bureau, tu mets ton câble et ça y est, t'es parti comme si t'étais à la maison, quoi. C'est une espèce de super dock, en gros, si on réfléchit bien. C'est un super dock, c'est un peu ça l'idée. Oui, Seb. Ah oui, j'ai plein de questions. Et les écrans sont connectés sur le boîtier, c'est ça? Les écrans sont connectés sur le boîtier, tout est sur le boîtier. Ça a la taille d'un PC à l'ancienne, hein. C'est quand même assez costaud. Parce que ça doit tenir la carte graphique, il y a une alimentation complète dedans. Des fois, c'est pas un PC, c'est aussi. juste une carte graphique. Ça peut être des fois deux, oui, tout à fait. Il existe des boîtiers, moi je connais ça depuis un bout de temps, parce que pour tout ce qui est vidéo, etc., pour avoir justement de la puissance graphique, sur un portable c'est toujours un peu compliqué, donc pour avoir cette somme, entre guillemets, de puissance graphique supplémentaire, mais aussi mettre par exemple une carte d'acquisition à l'intérieur, c'est possible également, donc pour pouvoir rentrer du signal vidéo
dans la machine, et ça, c'est une solution, on va pas dire portable, mais en tout cas transportable, qui vaut son pesant de cacahuètes. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec justement le monde du gaming, etc., ça a fait baisser les prix, les coûts. Les cartes graphiques elles-mêmes restent encore un peu chères, mais par rapport à des cartes dites professionnelles, ça s'est quand même démocratisé. On peut quand même avoir quelque chose vraiment costaud pour aller un petit millier d'euros. Je dis pas de bêtises, Sébastien? Oh non, moins que ça. Le Moins, boîtier ouais. Razer, tu vas trouver ça Je parle à avec la carte graphique. 3,80. Avec la carte Oui, graphique. mais même Ah oui, ok. le boîtier Razer, donc ici, qui est vraiment pour moi le meilleur depuis 2 mois, c'est 380 ou 400 euros sur Amazon Oui. ou ailleurs, hein, mais grosso modo, c'était les derniers prix que j'ai vus il y a quelques semaines. Et la carte graphique, tu peux avoir des cartes parce que t'as pas besoin non plus d'un truc qui fait du ray tracing, tu t'en fous pour connecter 3 écrans, Oui, ça c'est va vrai. super bien, ça dépend Ouais. de tes besoins. Et alors pour 100 balles, t'as une super carte graphique qui explose les performances de ton laptop. Donc à 500 balles, t'as une super configuration. D'accord. Et ça marche. Et l'avantage, c'est que ouais, ton laptop, lui, tu sais pas le faire évoluer, mais là, ton boîtier, si demain Ah oui, tu oui. veux changer de carte graphique, bah, tu l'ouvres, tu mets, t'en mets une autre. Ouais. Donc voilà. Plutôt Donc ça confort. permet de garder ces laptops vieillissants un peu plus longtemps également. Bête question, ça marche avec un Mac? Oui. Oui, ça marche avec un Mac, bien sûr, oui. Ouais. Ça marche Ouais. sous Linux. Nous, une bonne partie de la boîte est sous Linux. Ça marche sous Linux, ça marche sous Windows, ça marche sur Mac. Il faut juste faire un peu attention avec le Thunderbolt. C'est quand même connecté directement sur le PCI. Donc, quand on l'enlève à chaud, ça fait mal, hein. La plupart des machines n'aiment pas trop ça. Voilà. C'est peut-être le seul point. On l'enlève pas comme on veut. On éteint sa machine et puis on l'enlève. Ok, bon, iGPU, bonne solution aussi de télétravail, du coup, puisque transportable, donc on imagine qu'on peut travailler un petit peu de n'importe où avec une solution comme celle-là, et avoir toute la puissance nécessaire pour les nombreux écrans de ceux qui en mangent, ou la nécessité d'avoir du processeur graphique plus important. Quand vous entendez comme ça une respiration de ça veut dire qu'il y en a un qui a oublié de dire un truc. Ouais, ça va. Vite fait. Tu vois, c'est parce que j'adore ce truc. Ah, bah, mais je ça te me doute. permet aussi de connecter plein d'autres trucs que tu ne peux pas avoir sur un laptop. Tu veux une carte une carte réseau en 10 Go. J'ai une carte réseau 10 Go connectée sur mon laptop qui en est incapable, c'est un vieux laptop. Est-ce qu'il a un lecteur SD? Non, mais maintenant oui. Tu vois? Ah non, je passe. Ok, bon, mais très bien. Tu peux faire évoluer ta config, quoi. Ok, parfait. Pardon. On est à la lettre G comme gratuit. G. Ça tombe bien, c'est une bonne idée d'amener des choses gratuites, des solutions de vidéoconférences gratuites. C'est vrai que ça, on parle tous de Skype. Aujourd'hui, c'est la grande fête de Skype à la télévision, enfin aux télévisions. Toutes les chaînes du monde se jettent sur Skype, puis découvrent Skype et font ce que nous, on fait depuis 6 ans maintenant, le font maintenant chez eux tranquillement. Il y a d'autres solutions, Sébastien. Il y a pas mal de solutions qui permettent de le télétravail, la conférence, la vidéo. C'est pas que la vidéo, en fait, c'est l'échange par voix, c'est l'échange par chat, c'est l'échange de documents. C'est ce qu'on appelle les solutions de collaboration. Et dans cette catégorie-là, il y a Skype, il y a Slack. Et tous les auditeurs, ou beaucoup d'éditeurs en tout cas, sautent sur l'occasion et disent voilà, nos solutions sont gratuites jusque fin juin ou jusque fin juillet, en fonction de l'optimisme qu'ils ont de l'amélioration de la situation. Juste 2 ou 3 que j'ai repéré cette semaine. Microsoft Teams, c'était le premier à dégainer, en tout cas le premier que j'ai vu en tout début de semaine passée. Mes enfants sont revenus de l'école aussi en disant on va faire les classes par Microsoft Teams. Les écoles en Belgique ont des licences qui a planté. Oui, je voulais pas le mentionner, mais puisque tu en parles, effectivement, ils n'ont pas tenu la charge en début de semaine passée avec l'afflux. Il parle de 12 millions de connexions en plus juste pour la France. Donc on peut imaginer à l'échelle mondiale la quantité d'utilisateurs qui s'est ruée là-dessus. Et aussi grand soit-on, ça fait des problèmes de trafic et ils ont un petit souci en début de semaine qui est réglé depuis. Slack a annoncé la gratuité également de certaines de ces solutions. Vous allez me dire, ouais, mais Slack c'est déjà gratuit. Non, dans les versions pro sont payantes et là ils font une offre gratuite. Zoom, vous allez aussi me dire, tiens, Zoom c'est déjà gratuit. Donc Zoom c'est un logiciel de téléconférence qui est gratuit mais qui ont une limite de 40 minutes de gratuité. Et là pour les enseignements et pour les établissements scolaires, ils ont mis Zoom
en gratuit pendant 3 mois également, avec aussi quelques petits couacs au démarrage, parce que scaler, comme on dit en informatique, échelonner des infrastructures serveurs pour des flux vidéo et des millions d'utilisateurs, c'est pas une chose facile. Donc voilà, cherchez autour de vos solutions préférées, vous allez certainement trouver des choses qui sont gratuites pour les mois à venir. Oui, creuser un petit peu celles qui sont proposées sous le modèle freemium, souvent proposent soit une extension ou plutôt que de mettre 30 jours gratuits, ils proposent 60 jours gratuits ou des choses comme ça pour tester. C'est ce qu'ils pouvaient faire de mieux en tout état de cause. Après, évidemment, il y a une addiction à l'application qui fait que forcément, on sera tout perdu à un moment ou à un autre. C'est un très bon coup de marketing. Les entreprises ne veulent pas le présenter comme ça parce qu'elles ne veulent pas montrer qu'on prend avantage ou qu'elles prennent avantage de la situation. Mais ça va réellement aider, je pense surtout aux PME qui n'ont pas nécessairement des solutions d'entreprise ou aux PME non informatiques qui n'ont pas de solution de pouvoir démarrer facilement avec quelque chose sans devoir mettre la main à la poche. Maintenant, on sait tous que si on commence à s'habituer à ce genre de choses et que toute l'entreprise est dessus, on va probablement continuer avec cette solution par la suite. Donc, il fallait Ceci étant dit, on parlait de Slack pour citer cet exemple-là que nous utilisons ici avec l'équipe des technos et que certains d'entre nous utilisent aussi professionnellement. C'est même la version gratuite, elle est totalement fonctionnelle. C'est juste une limitation des archives. On ne peut pas remonter très très loin. C'est le nombre de messages envoyés. Je pense qu'il y a une limitation à un moment donné. Enfin voilà. Mais pour le reste, ça fonctionne très très bien et on n'a pas besoin de mettre la main à la poche. On va rien perdre comme fonctionnalité demain si on a atteint le quota entendu. En tout cas pour ce qui s'agit de Slack, donc voilà, autant le savoir aussi et en profiter tant que c'est possible finalement. Je sais pas si Sébastien, l'autre, avait un truc à rajouter là-dessus. Le chat entre vous, collègues, etc. Vous faites plutôt de la visioconférence ou vous êtes plutôt à l'écrit? Je vais pas spoiler, il y a encore des trucs sur le sujet suivant où justement je ne spoilerai pas. Je garderai mes conclusions pour la fin, alors j'ose pas spoiler. Passons à la lettre suivante. La lettre J comme... on dit Janus ou Janus Sébastien. Dis pas, nous on l'écrit. Oui, c'est ça. Parce que le nom. Alors, ça suit exactement le sujet de Sébastien. Oui. Tu vois, les Sébastiens sont en synchro. Oui. Et donc, c'est un outil qui vient d'une boîte italienne à Naples, donc Meteco. Miteco, soit. Donc c'est une petite équipe qui doit peut-être effectivement pour le moment avoir un peu de mal. Donc salut les gars si nous écoutent. Et ils ont produit donc effectivement ce serveur WebRTC qui est totalement libre. Je reviens avec mon petit bâton de pèlerin. Oui. Le libre c'est bien. Et donc c'est un truc effectivement qu'on a découvert la semaine passée en se disant bon mince c'est très bien, c'est très sympa Skype pour partager des écrans, c'est très sympa à Microsoft Teams, c'est très sympa machin, mais nous on doit faire des présentations et dans des environnements professionnels, aller demander à un gars d'installer un TeamViewer ou un Skype ou un machin, quand il l'a pas, il l'a pas. Donc t'es souvent vite limité par ce que ton correspondant a sur sa machine. Donc ça devient vite la foire d'empoigne de qu'est-ce qu'on va installer, qu'est-ce qu'on va utiliser, etc. Et donc c'est là que Janus a été est sorti du chapeau en disant mais en fait c'est pas mal ce truc, c'est un petit outil qui nous permet de partager des vidéos de ton écran ou de ta webcam si tu veux, mais ici donc ce que nous on utilise en l'occurrence c'est ton écran, screen sharing, donc tu vas simplement sur le site de Janus, tu dis ok je vais faire disons un site démo où tu peux tester le truc, tu demandes de lancer le bousin et à partir du moment où tu partages ton écran, tu reçois un ID que tu peux donner à n'importe qui va voir ton écran partagé. Il a rien installé, il se lance juste dans un navigateur et puis c'est tout. Donc il doit juste avoir un navigateur récent qui supporte les WebRTC, donc Firefox, Chrome, et c'est parti. Et on peut voir ton écran sans avoir installé le moindre truc. Donc c'est assez génial de ce côté-là. Janus ne se limite pas à un partage d'écran. Effectivement, il faut autoriser à ce que le partage d'écran est pas comment dire, parce que Marc essaye de nous faire une démo en même temps. Mais j'hésite à le faire parce qu'il veut prendre la main sur le micro et vous risquez de plus m'entendre. Oui, voilà. C'est ce qui partage le micro et l'écran. Oui, c'est ça. Ils ont d'autres démos qui peuvent te permettre de faire d'autres trucs. Tu peux faire une conférence de groupe avec plusieurs personnes en webcam. Tu peux faire juste la même chose mais en audio,
ou bêtement faire des calls SIP d'une personne à l'autre, hein. Tu t'enregistres et tu dis ok, je fais des appels à l'autre. Tout ça n'a rien d'extraordinaire. Et l'énorme avantage de ce truc, c'est que c'est un binaire, tu le fous sur un serveur, tu le configures tout petit peu, c'est 1 heure ou 2 pour t'assurer que tout soit comme tu en as besoin dans ton entreprise. Et puis tu gères, ça ne passe que par tes serveurs, personne ne voit tes écrans, on est dans une confidentialité et c'est gratuit, enfin c'est libre. Donc, Ok. Et honnêtement, pour l'avoir essayé, le truc fonctionne vraiment très bien, c'est fluide, la qualité est sympa, donc voilà, c'est assez sympa. On avait déjà parlé de WebRTC, je l'avais évoqué d'ailleurs dans un sujet concernant le setup que nous utilisons ici, hein, avec VMix, mais aussi dans d'autres situations. Ici, ce que nous faisons, les communications, ces deux Zigomar, vous les voyez grâce au protocole WebRTC qui est intégré justement à l'application VMix. Comme ça, on a vraiment donné tous les détails sur cette application et sur le setup en question. Par ailleurs, WebRTC peut s'utiliser en dehors des applications telles que VMix. Il existe foison d'applications, même mobiles. On en avait testé quelques-unes, je me rappelle, il y a quelques années maintenant, Sébastien, et ça fonctionnait plutôt pas mal. Ça peut être des fois un petit peu gourmand en ressources graphiques, mais comme tu as un iGPU, on est tranquille. Tant qu'à faire, hein, voilà. Tu vois, tout va bien, tout se maille bien comme ça, c'est juste parfait. Trucs et astuces, là c'est un petit peu, c'est la lettre T déjà, et c'est l'autre Sébastien, qui partage avec nous justement ces petits trucs, ces petites astuces que j'évoquais en tout début de hors-série. Sébastien, comme tu as l'habitude de télétravailler, tu as quelques routines à partager, j'imagine. Exactement, et en fait c'est le billet ou la chronique non technique de l'émission, parce que je vais pas parler technologie, et l'idée m'est venue parce que mon épouse parlait par WhatsApp à ses copines, et elle dit tous les maris travaillent beaucoup plus, ils font des heures infernales, et même moi je me suis fait piéger cette semaine à travailler on s'est tous fait piéger jusqu'à pas d'heure, alors que j'ai l'habitude de faire ça, parce qu'il y a aussi un surcroît de travail à cause de l'adaptation, etc. C'est pas que le changement de routine. Mais oui, quand on travaille à la maison, une des choses importantes, c'est de garder des heures et de garder des horaires, et notamment de garder des habitudes, parce qu'on sort de cette routine justement qui est de se lever à telle heure, d'aller dans les transports, et puis de se retrouver au bureau de telle heure et telle heure, d'avoir les collègues qui disent à midi, on va manger, etc. Là, on se retrouve un peu livré à soi-même chez soi, avec 3-4 mètres, dans le meilleur des cas, entre son lit et son bureau, donc on arrive très vite au bureau. On commence plus tôt. Et donc, il faut absolument garder des horaires. Donc, se lever à la même heure que d'habitude, même si on commence un peu plus tôt parce qu'on n'a pas le transport. Évidemment, se laver, s'habiller comme si on allait travailler. J'ai vu ou je connais des gens qui travaillent en pyjama. Je pense pas que ce soit sain, certainement sur le long terme. Et puis, revenons au sujet d'avant. La vidéoconférence, il faut quand même être habillé, avoir une chemise, parce qu'on va, c'est pas parce qu'on travaille à la maison qu'on va voir personne, surtout au XXIe siècle. On voit ses collègues en vidéoconférence. J'ai passé des heures en vidéoconférence cette semaine, parfois avec beaucoup de gens. Donc habillez-vous, faites des pauses, et je vois de plus en plus d'initiatives sympas dans différentes équipes autour de moi, des équipes qui se disent on fait une pause café virtuelle à 10 heures, on fait une pause café virtuelle à 3 heures, ou on se reconnecte en vidéoconférence, encore, oui, c'est le seul moyen qu'on a pour le moment, mais pas pour travailler, mais juste pour se retrouver, socialiser, parler. Puisque tu parles de pause, on a échangé en off là-dessus hier avec Benoît, et il y a cette fameuse technique Pomodoro. Je sais pas si tu connais cette technique. Il y a une page d'ailleurs, il y a une page Wikipédia qui lui est consacrée. L'idée, c'est de travailler 25 minutes, de faire une pause de 5 minutes, de retravailler 25 minutes, etc. Évidemment, si vous mettez 25 minutes à vous y remettre, ça va poser problème à un moment donné. Mais l'idée, c'est vraiment de ne pas d'y aller mollo, quoi, tranquillement, et sans faire un marathon, quoi, ou 31 sprints plutôt. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Je vous renverrai vers cette page-là.
Et il y a même des minuteurs assez sympas en C'est forme de là de que ça vient. tomate, Oui, c'est ça. qui existent. J'ai entendu dire que des parents utilisaient ça également pour s'occuper des enfants ces jours-ci et pour les faire travailler en utilisant les mêmes techniques, 25 minutes, un break, etc. Donc socialiser, continuer de socialiser, on a des moyens techniques pour le faire. Il n'y a pas que les applaudissements à 8 heures le soir pour parler d'un balcon à l'autre avec ses voisins, mais socialiser par vidéoconférence aussi. J'ai de plus en plus d'équipes qui font ça autour de moi. Arrêtez-vous pour manger, ça a l'air idiot, mais prenez le temps de vous aérer, d'aller à la fenêtre, de voir autre chose, un cadre différent pour travailler. Et puis surtout, mettez-vous une heure de fin et respectez-la. Alors, on peut toujours avoir des exceptions, il y a toujours un dernier rapport à terminer en urgence pour demain, ça peut arriver. Mais dans la plupart du temps, dites-vous, c'est pas fini, je continuerai demain. Et faites le planning comme si vous le faisiez au bureau. Il y a aussi je te coupe juste 2 secondes parce que je voudrais faire intervenir Sébastien, l'autre Sébastien sur le coup, parce que quand on travaille en équipe, du coup, on ne peut pas travailler vraiment en horaire décalé, parce que je sais que de temps en temps, quand on est en télétravail, même si on travaille en équipe, il y en a qui commencent plus tôt, il y en a qui terminent plus tard, en fonction un petit peu des habitudes. Quand on travaille en équipe, c'est quand même un petit peu compliqué de travailler en horaire décalé. Il faut quand même respecter l'autre quelque part, parce que c'est vrai que si quelqu'un a décidé qu'aujourd'hui il arrêtait à 17h30, imaginons, mais que d'autres vont continuer jusqu'à 20h et qu'on le relance via le Slack par exemple ou un autre outil, ça peut être un petit peu énervant, agaçant ou contraignant, non je sais pas. Ça dépend. Je me permets, ça dépend à quel Sébastien tu voulais parler. Mais donc, le tien, toi. Le mien. Ça dépend du type de profil et de la partie de l'équipe. Donc, si tu vas prendre un commercial, je vais être un petit peu réducteur là-dessus, oui, a priori, tu t'attends à ce qu'il respecte plus ou moins son horaire, même si pour le moment, en tant que commercial, c'est plus difficile de faire quoi que ce soit, mais tu t'attends à ce qu'il respecte son horaire. Au niveau support, où il a besoin effectivement de répondre à des clients, oui, t'attends effectivement à avoir un horaire. Au niveau dev, on a toujours eu, nous, de notre côté, un laxisme très exagéré sur les horaires, et ce qui nous a permis aussi d'avoir pas mal de positifs dans le sens, je m'explique. On a effectivement des gars qui, dans le dev, préfèrent travailler la nuit, préfèrent travailler à l'étranger pour certaines raisons. Et donc, effectivement, quand toi, tu termines ta journée à 18h, lui, il la commence. Ce qui permet d'avoir du coup aussi du monitoring sur des infrastructures où tu as du 24/24, alors qu'on est tous belges sur le truc, parce que les mecs ils ont envie de travailler la nuit. Et donc tu as terminé un code, tu le passes au suivant, et lui peut continuer aussi. Le lendemain matin, quand tu te réveilles, ça a avancé. Donc oui, respecter les horaires, je suis totalement d'accord avec Sébastien, c'est important aussi bien pour les gens qui ne doivent pas dépasser les heures, parce que certains vont se laisser embarquer dedans, que pour ceux qui ont du mal à s'y mettre, parce que c'est pas toujours évident de s'y mettre non plus à la maison, il y a plein d'autres choses à faire que de travailler, donc là aussi tu dois respecter ton horaire. Il y a les enfants, mais pour certains, ça dépend de la discipline interne. Pour certains, si tu travailles de nuit, si ça fait 20 ans que tu fais comme ça et que tu n'as pas envie de changer, je connais des développeurs qui approchent de la soixantaine, qui travaillent toujours de nuit, et ils font leur reste, ils ont organisé leur vie comme ça. Juste un petit clin d'œil au troisième Sébastien de l'équipe. Notre digital nomade qui est pour l'instant en Nouvelle-Zélande et s'il nous écoute on le salue évidemment parce que lui c'est un choix qu'il a fait également de télétravailler mais de par le monde. Ce serait intéressant d'avoir son opinion sur le sujet, qui n'hésite pas à commenter cette vidéo sur YouTube ou sur le blog lestechno.be, vous aussi d'ailleurs chez vous, n'hésitez pas une seule seconde, parce que ce serait intéressant d'avoir l'avis d'un digital nomade pour qui c'est le quotidien. Peut-être que lui du coup rencontre d'autres problèmes, des problèmes de bande passante, des problèmes de connectivité, parce qu'il y a beaucoup plus de monde connecté aujourd'hui qu'il y a 10 jours, donc peut-être qu'il rencontre ce type d'écueil. Je te laisse continuer Sébastien en bleu. Non, c'est tout, moi j'ai fini. Sébastien en bleu a fini. Respecter les horaires et adopter un rythme sain. Penser à la distance, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Oui, voilà, exactement. On a parlé de Slack, on reparle de Slack, S comme Slack, Sébastien, parce que communiquer, ça reste primordial. On fait des réunions, c'est bien de se voir via visioconférence, etc. Mais simplement envoyer un petit message, un petit mot par-ci par-là de temps en temps, Slack, ça aide bien, quoi.
Oui, Slack ou et donc Teams, on hein. l'utilise effectivement. Slack ou Teams, nous, on parle des outils que nous on utilise. Bah, nous, c'est Slack. Voilà, tant pis pour Teams. Et voilà, ça c'est dit. Et donc, Slack, effectivement, on l'utilise depuis assez longtemps dans toute la partie dev tech chez nous parce que on avait envie d'essayer ça il y a quelques années et donc on trouve assez sympa pour partager ce qui se passe parce que parfois t'as pas besoin d'envoyer un mail à tout le monde pour dire bon, je vais redémarrer le tel serveur, vous inquiétez pas, ça va péter. Juste un message, une ligne suffisait, t'as pas besoin d'envoyer un mail qui au final ne servira à rien ou sera acheté. Donc là, effectivement, on est plus proche de l'IRC en disant bah tu le vois maintenant, c'est intéressant, tu le vois pas demain, on s'en fout. C'est ça. Et depuis ici le confinement, tout le reste de l'équipe nous a rejoint sur Slack, grosso modo, parce que toutes les discussions qui se faisaient à la machine à café, c'est plus difficile. Lancer une visio pour échanger juste un message, c'est inefficient de la même manière, parce que tu dois changer ton esprit de sujet et tu es interrompu, parce qu'il y a quelque chose qui est un peu de mal à comprendre pour un non-tech, mais tu interromps un tech, t'es en train de développer sur quelque chose, t'es concentré, à partir du moment où on te demande de changer sur un autre sujet, tu perds un quart d'heure parce que tu dois te remettre dans le projet, tu dois te remettre dans le truc, tu dois te reprendre ton code, tu te dis ah merde, où est-ce que j'étais, et tu as un risque de perdre tout le fil de l'idée dans lequel tu étais. Donc interrompre un développeur, ça c'est pas quelque chose qu'on apprécie en général dans le milieu, et donc Slack est parfait pour ça parce que tu as la notif, et quand tu sais que tu as ton cerveau disponible, tu te dis ok, j'ai besoin de prendre les 5 minutes, tu laisses pourrir ton projet 5 minutes et tu vas voir ce que les autres collègues ont dit. Donc voilà, pour nous ça remplace Slack, on a remplacé la machine à café ou le suivi pour certains projets en disant ok, voilà, on passe quelques infos, tu les lis quand tu auras le temps, mais en tout cas il n'y a pas urgence, péril en la demeure. Oui, c'est un ça. peu chaque niveau d'urgence a son outil de communication. Oui, c'est ça qu'il faut intégrer. Moi, je connais des gens qui découvrent Slack aujourd'hui et qui ont encore un petit peu du mal à percevoir les limites de l'outil et mettre dans Slack ce qu'on mettrait normalement dans un email parce que c'est très complet, très structuré avec même une formule de politesse et de notre côté disent bonjour par mail. Donc il faut arriver à comprendre que on est plus dans le dialogue avec un peu de temporisation sur Slack et le mail reste une boîte aux lettres où on envoie du courrier avec des choses du texte un peu plus structuré ou des choses à transmettre un petit peu plus officielles quoi et qui durent dans le temps. C'est un peu ça l'idée quoi. C'est ça. Ok, Sébastien, bleu. Oui, sur les interruptions, je te rejoins tout à fait. Quel que soit le métier, dès qu'on est un tout petit peu créatif et écrire le code, c'est certainement créatif. Une interruption coûte très cher en temps. Une technique que moi j'utilise, même quand je suis au bureau, c'est de fermer le mail, fermer les outils de communication. Que chez nous, c'est pas Slack, mais travailler sans ces trucs-là, le temps de me concentrer 1 heure, 2 heures, et puis les rouvrir. Oui. Et tant pis, s'il y avait un truc urgent, il y a un truc urgent. Enfin, s'il y a vraiment un truc urgent, on m'appelle, et puis voilà. Moi, en général, ça n'arrive pas. Il y a rien qui nécessite une urgence à l'heure. C'est un peu avec votre équipe ou vos équipes à structurer, avoir des routines une fois de plus et dire voilà, ce type de communication-là, ça passe par là, et les urgences, par exemple, pourraient passer par une autre application, WhatsApp, pour dire une bêtise, mais voilà, par exemple, on sait que si ça arrive sur ce canal-là, c'est que c'est une urgence, et que c'est pas gratuit, c'est pas juste pour dire bonjour, ou une chose qui peut attendre un quart d'heure, 20 minutes, 1 heure, que sais-je, quoi. Ok. Bon, et l'autre chose, dernière chose, pour ceux qui utilisent Slack, et enfin, tous les moyens de communication écrits, ce qu'on essaie de faire dans mes équipes aussi, c'est de dire, on ne commence pas une conversation en disant « Hello, ça va ?» et puis on ne dit plus rien. Parce que c'est 2 interruptions. On s'interrompt pour dire oui, ok, merci, ça va, et qu'est-ce que tu veux, puis on revient faire autre chose, et puis le mec revient avec non, si on a une question à poser, on la pose directement, c'est gentil d'être poli, mais c'est tout dans une phrase, hello, ça va, est-ce que tu vas bien, tiens, est-ce que tu pourrais faire ça, c'est ça, pour éviter d'avoir 2 interruptions, n'en avoir qu'une seule. Oui. Et attendez quand même quelques instants la réponse, si jamais, parce que des fois j'en vois qui dépose un truc et puis qui se barre, mais je voulais répondre moi, et puis voilà, et donc du coup on est un petit peu bloqué, mais c'est pas urgent. Si c'est pas urgent, c'est pas grave.
manière générale, il faut dédramatiser, hein, vaut mieux en rire de ce genre de situation. Je dis pas de bêtises, hein, les gars, si jamais il y a des petits quiproquos sur ce genre d'outils, autant en rire. C'est pas la fin du monde, quoi. C'est pas grave. Lettre S. S comme Sophos, Sébastien, parce qu'un petit boîtier, ça simplifie aussi la vie. Les petits pitonios, t'aimes bien, toi. Hein. Sébastien en rouge ou en brun. Ouais, et puis c'est bien, c'est qu'avec ce titre, tu sais pas du tout même de quoi on va parler quasi. Non, c'est ça. T'es un peu dans le jus. Hein. Et ça ne m'empêche pas de faire un lancement rigolo, tu vois, avenant, sympathique, chaud, à vendre le truc, voilà. Oui, mais qu'est-ce que tu voulais que je dise d'autre? C'est un boîtier qui est top, voilà. Super, et, merci. Je vais c'est expliquer Internet, à quoi il sert. Eh ben, c'est pas loin. Tu vois, soit tu as envie de devenir ingénieur réseau, soit tu en as un dans la boîte, c'est top, c'est génial, ça dépend de la taille de ta boîte. Mais ici, je parle toujours à notre secteur, à des PME, donc une dizaine de personnes et un ou deux tech, et puis après, il sait pas tout faire, le gars. Donc, ce qui est bien, c'est de temps en temps, tu as besoin d'avoir un accès au réseau du bureau, parce que tout n'est pas malheureusement dans le cloud pour X raisons, et il y a un truc au bureau duquel tu dois avoir accès, une imprimante, ou que sais-je moi, ou un serveur de fichiers qu'on a mis sécurisé au bureau, et tu as besoin d'avoir accès à ces devices. Donc, quelle est la solution? C'est le VPN, hein, inévitablement, rien de tel qu'un petit VPN. Mais tu dois mettre un VPN en place, c'est pas ta formation, tu vas quand même un petit peu souffrir, quoi, tu vois, inévitablement, tu as plein de trucs à réfléchir. C'est là qu'arrive le Sophos. C'est un petit boîtier qui est vraiment prévu pour des SME. En fait, donc c'est un truc que tu mets entre ton routeur et le switch qui va donner l'accès à tous les desks dans ton entreprise. Et c'est un firewall, donc grosso modo, c'est une petite boîte qui fait firewall. Et en plus de faire firewall, ou qui peut filtrer tout ce qui est site web pourri et tout le bazar, en t'envoyant une petite notification, attention, il y a quelqu'un qui est en train d'aller sur un truc qui ne peut pas, eh bien, il te permet de faire du VPN. Voilà, il y a un OpenVPN qui est dessus. Donc tu vas dire, ça c'est encore assez simpliste, hein. Voilà, tu as un truc qui est un OpenVPN, donc tu installes un client sur ta machine, tu mets tes logins et t'es parti, tu te connectes où tu veux sur le réseau de ton entreprise. Donc ça reste encore assez simple, hein. La plupart des boîtiers te permettent de faire ce genre de truc, mais celui-là est assez abordable. Je pense de mémoire, tu as un petit millier d'euros pour avoir ce genre de boîtier, par rapport à ce que tu vas payer un tech pour installer ça. Tu y gagnes, surtout que tout est fait en 2 clics, avec une interface qui est vraiment très bien léchée. C'est assez accessible pour un tech. Le petit truc qu'ils ont en plus, c'est ce qu'ils appellent un RAID. Alors le RAID, c'est un autre petit device qu'ils vendent, et ça ressemble à un petit switch, donc rien d'extraordinaire, hein. Tu as une alimentation et 4-5 ports Ethernet derrière, donc tu dis voilà, rien d'extraordinaire, et tu mets ton entrée internet à la maison sur le switch, et derrière tu peux mettre tous les PC que tu veux. D'accord. Automatiquement ils vont se connecter sur le VPN, et tu vas avoir accès au VPN sur la machine que tu branches sur ce device, comme si tu étais au bureau. Donc tu fais une extension de bureau sur un switch qui est de manière totalement transparente, t'as rien à configurer, tu mets le switch, tu le connectes, le truc a un numéro de série, tu le renseignes sur ton premier device, et automatiquement il se connecte à ton réseau. Donc voilà, ils ont simplifié le truc pour que assez facilement tu puisses étendre ton réseau chez les employés. Alors après, inévitablement, il n'y a plus d'authentification. Si ton switch est là, n'importe qui vient dessus est connecté sur ton réseau entreprise. Donc faut pas faire n'importe quoi non plus. Ça voudrait dire que parce que par exemple, on a parlé là tantôt des machines, souvent c'est la machine du bureau, enfin le portable du boulot pour des raisons de sécurité, etc. Ça voudrait dire que demain, des sociétés qui seraient un petit peu moins regardantes pourraient dire, tiens, je te refile le switch, tu le branches sur ta connexion internet à la maison, et ton réseau domestique devient une extension du réseau de l'entreprise. Pas conseillé évidemment, mais on pourrait aller jusque là. Non. On peut aller jusque-là. Maintenant, la config de base sur ces devices, c'est tout ce qui est lié au réseau entreprise va sur le réseau entreprise. Si tu vas sur Netflix, ça va sur ta connexion. Ah oui, d'accord. Super. Classique. Hein, c'est séparé. Hein, il y a que ce qui est routé vers le VPN que ce qui est sur le réseau privé. Ça évite de bouffer de la bande passante sur le VPN aussi, du coup.
Et oui, parce qu'en général, tu n'en as pas non plus de quoi alimenter toute l'entreprise. Et c'est souvent installé dans le bureau, uniquement derrière la machine que tu as besoin. Mais ça te permet de t'éviter de te faire, je suis désolé de l'utiliser, mais de te faire chier à utiliser un OpenVPN sur ton desktop, qui n'est pas toujours non plus le truc le plus facile à utiliser, ou tu peux en avoir besoin sur des devices nomades, où là en plus tu dois installer un client OpenVPN sur ton téléphone, ça peut parfois être un peu chiant. Il suffit d'y coller un petit routeur Wi-Fi et tu peux avoir un réseau Wi-Fi entreprise chez toi si tu en as envie. Oui. Donc voilà, ça ouvre des trucs en disant, voilà, on n'est pas dans la top sécurité, parce que comme je disais, tu as un switch à la maison, tu y colles ton truc et t'es parti, Oui. mais t'es dans la facilité. Après, rien ne t'empêche de mettre des règles sur ton firewall, sur ton Sophos pour dire, ok, je vais accepter telle machine, tel truc. Tu peux aller aussi loin que tu veux, mais le reste, c'est la facilité. Chouette. Je ne sais pas si Sébastien en bleu connaissait cette solution ou une solution similaire peut-être. Non, je connaissais pas. Enfin, je connais les principes évidemment. Je savais pas que c'était aussi simple à installer qu'un petit boîtier. Je vois le cas d'utilisation. Moi, ça mérite un peu le poil au côté sécurité, parce que ça veut dire que c'est tout le réseau de la maison, y compris la machine de madame et des enfants, qui pourraient en théorie avoir accès au VPN. Et c'est pas que je m'inquiète de madame et des enfants, mais je m'inquiète des crasses qui peuvent télécharger et faire tourner sur leur PC à l'insu de leur plein gré, évidemment, qui auraient du coup aussi accès à ça. Alors il y a moyen de le limiter assez facilement. Il suffirait d'avoir un réseau câblé pour travailler qui est connecté au Sophos et que ça soit pas connecté au Wi-Fi, qu'il n'y ait pas d'interaction. Mais pour ça, il faut déjà savoir un tout petit peu ce qu'on fait au niveau réseau, et ce produit ne s'adresse pas à des gens qui s'y connaissent au niveau réseau par définition. Donc voilà, attention en matière de sécurité. On a envie de dire que c'est un produit qui s'adresse, on le conseillerait plutôt à des gens qui maîtrisent ces contraintes, mais en même temps c'est vrai que c'est tellement bien fait que ça s'adresse à tout le monde. Donc c'est un petit paradoxe, on va dire, sur ce type de produit, hein. Comme souvent d'ailleurs quand on essaie de faciliter la vie des gens, forcément ça ouvre des portes à d'autres complications. Ça, c'est le risque, et évidemment chacun jugera. Oui, Seb. Ouais, pour info, chaque RAID, donc chaque switch que tu vas connecter à l'extérieur sur ton réseau est inévitablement sur une interface différente, et c'est à toi de dire, ok, cette interface, je la laisse accéder à telle partie du réseau et de faire les règles. Bon, voilà, de base, tu vas dire, ok, il est connecté, il l'a mis chez lui, et je sais qu'il va mettre le PC de son gosse derrière. Voilà, c'est à toi de faire confiance, ou à mettre les règles en conséquence. Mais c'est extrêmement facile à mettre en place. Mais c'est parce que j'ai aussi un background de sécurité de grandes entreprises, etc., qui sont super paranoïaques, et peut-être que pour plein de PME, finalement, ça fait exactement le boulot qu'on attend, c'est-à-dire de donner un accès sécurisé, facile au réseau d'entreprise, et ça revient à ce qu'on disait tout au début dans les premières lettres, avec, voilà, il faut des solutions de travail à distance, et ça coche cette case-là. Oui, évidemment, ça se déploie peut-être rapidement, mais il faut quand même y avoir pensé, quoi, parce que forcément, il faut avoir un peu anticipé ce genre de solution, j'imagine. Donc, ça rentre peut-être effectivement dans le cadre de télétravail, on va dire classique, hein, un jour semaine, un demi-jour semaine. Pourquoi pas, hein, finalement. On peut passer à la lettre suivante. Et qui va conclure ce long hors-série consacré au télétravail. N'hésitez pas, hein, si vous avez des commentaires, des avis, des opinions, n'hésitez pas à les partager en commentaire. On n'hésite pas, nous, à répondre également quand c'est possible. Et puis, si c'est sur YouTube, n'hésitez pas à les pousser, tout ça, pour un petit peu titiller les algorithmes, comme on dit, et mieux faire connaître les technos, si vous avez envie de faire connaître les technos, évidemment. V comme vidéoconférence, on en a beaucoup parlé déjà, quelque part, mais ça vaut la peine d'en garder un point particulier. Sébastien, en brun. Non, en bleu. Ah oui, c'est pardon. C'est Sébastien en bleu. C'était celui-ci. Voilà. D'écrire un blog post qui résume les meilleures pratiques pour faire de la vidéoconférence, et cette fois-ci, de nouveau, je ne vais pas parler technique, mais je vais parler environnement de travail, éclairage, etc. Et
c'est effectivement des choses qui sont bonnes à savoir pour tout le monde. Ce sont les mêmes conseils, Marc, que tu nous donnes quand on rejoint l'équipe des technos, comme j'ai fait il y a pas longtemps, avec des choses qui sont souvent du bon sens. Avoir un environnement de travail dégagé autour de soi, sans nécessairement avoir la photo de la belle-mère et des enfants derrière soi. Avoir un bon éclairage, si possible, se trouver face à une fenêtre et pas dos à une fenêtre, parce que les caméras ont tendance à essayer de faire l'ajustement sur la source de lumière qui est derrière vous dans ce cas-là. Avoir un micro correct. Souvent, chez nous, on donne des casques avec des micros intégrés pour ne pas utiliser les micros des laptops qui, bien qu'ils soient de mieux en mieux, sont souvent très près des ventilateurs aussi, donc ils prennent le son des différents ventilateurs. Bien positionner sa webcam pour qu'on se voit pas. je vais rester sur mon micro, mais donc à moitié cadré ou pas cadré du tout. Évidemment, avoir une connexion internet relativement décente, mais ça, ces jours-ci, toute connexion internet à la maison en général supporte une vidéoconférence, d'autant plus que la plupart des logiciels sont capables d'enlever la bande passante en fonction, de s'ajuster en temps réel à la bande passante. Attention aux sources, vous n'êtes pas les seuls sur votre réseau à la maison, surtout pour le moment. Il y a aussi madame, des enfants, un Netflix en 4K, même s'ils parlent d'arrêter la 4K pour le moment, mais ça va consommer de la bande passante. Ils vont dégrader, c'est l'occasion d'ouvrir une parenthèse là-dessus, comme YouTube d'ailleurs, et d'autres opérateurs, ils dégradent volontairement la qualité, par défaut en tout cas, de lecture des vidéos. Je dis bien par défaut, parce que sur YouTube, vous pouvez toujours regarder en 4K si vous avez envie, mais par défaut, on vous proposera 240, la plus petite des définitions d'image, voilà, pour éviter de bouffer de la bande passante, comme on dit. Et je vous conseille d'ailleurs, si vous regardez, c'est un peu tard, vous me direz, mais si vous regardez en vidéo cet épisode, ce hors-série des technos et ceux à venir dans cette phase difficile, entre guillemets, de confinement, n'avez pas nécessairement besoin de nous voir en HD, même si on contribue cette vidéo en HD, n'hésitez pas à dégrader de votre côté, ça garantira d'avoir un petit peu plus de bande passante, justement pour madame, peut-être au niveau du foyer, pour regarder un film correctement, ou pour de manière générale, si tout le monde s'y met, garantir aussi que tout le monde puisse faire tout ce dont on a expliqué ici en télétravail, et encore avoir de la bande passante pour pouvoir bosser, quoi. C'est ça aussi l'important. Disons que s'il y a quelqu'un qui travaille dans la maison pendant les heures de boulot, évidemment, pendant les heures de bureau, ça devrait rester la priorité avant les jeux en ligne et les vidéos maintenant. Aussi une source de distraction pour vos collègues, si vous êtes en train de manger, si vous jouez avec le chien ou si vous avez le chat qui tourne autour de vous, pensez à éteindre la caméra, ça se fait très facilement dans la plupart des logiciels de vidéo. Si vous présentez du contenu, comme des slides, comme du PowerPoint, pensez que le contenu sera petit sur l'écran des gens, donc pensez à faire moins de texte. Déjà, beaucoup de texte sur un PowerPoint, c'est pas bien, mais ça, c'est un autre sujet. Mais utilisez des polices de caractères plus grandes ou des images plus grandes pour que ça soit visible. Comme dans un podcast, vous pensez à parler distinctement, en articulant et fort. Et puis, pensez à vous couper le son également quand vous parlez pas. J'étais dans des conférences cette semaine avec 16 personnes, et inévitablement, il y a des gens, il y a des enfants qui jouent, il suffit d'avoir une fenêtre ouverte avec des enfants qui jouent. C'est extrêmement... c'est une source de distraction terrible. Et voilà, donc ne devenez pas une source de distraction pour les autres, mais acceptez quand même les sources de distraction, surtout dans cette période-ci, parce que c'est normal d'avoir des enfants à la maison, c'est normal d'avoir un bébé qui pleure derrière. Clairement. Il ne faut pas s'énerver nécessairement pour cela. Soyez tolérants, exactement, il y a des choses bien plus grave. Oui, c'est ça. Ne nous énervons pas. Venons-en de suite aux mains. Et si vous passez beaucoup de temps en vidéoconférence, ce qui est normal quand on travaille à la maison, ça dépend peut-être des entreprises. Dans la mienne, c'est le cas. C'est des heures par jour. C'est conseillé, mais c'est conseillé d'ailleurs de faire plus d'avoir un contact visuel avec ses équipiers ou des membres de l'équipe, de faire des réunions de temps à autre. On en préconise toujours une le matin pour mettre un peu les choses au point, pas des heures, quelques minutes, mais c'est peut-être pas mal aussi d'avoir ce contact visuel pour se rappeler déjà avec qui on travaille, parce que ça va durer quand même un petit peu, et puis et pas rester uniquement sur du Slack par exemple, ou des mails, ou de temps en temps quand on s'énerve, on peut mal prendre une formule parce qu'il n'y avait pas le petit smiley, parce qu'il n'y avait pas le petit truc, machin. Ne nous énervons pas.
je le répète. Sébastien, peut-être une... Oui. S'expliquer, ça va beaucoup plus vite oui, bien avec la sûr. voix En plus, que par écrit. Ça évite les malentendus la plupart exactement. du temps. Ouais. L'autre Sébastien, en bas, avait peut-être une conclusion à partager avec nous ou pas? Oui, alors moi j'ai deux, trois mini-remarques. Alors d'abord, Sébastien disait tout à l'heure que il fallait bien s'habiller pour faire une telco. Alors pendant les 10 premières années de ma carrière, j'étais en slip. Hein, donc j'ai toujours bossé en slip. Puis à un moment, je me suis dit qu'effectivement, voilà, j'ai dû commencer à m'habiller. Donc là, je vous assure, je suis totalement habillé. De toute façon, personne ne pourra le vérifier. Mais voilà, ça c'est un point. La deuxième chose, c'est que, alors effectivement, tu dis à la maison, c'est bien de partager la bande passante. Ouais, alors je vais refaire promo sur le point précédent. Le Sophos, c'est top. J'en ai tapé un à la maison aussi. Il fait du QoS, donc ça permet de dire, ouais, la téléconférence pour papa est la priorité sur le Netflix du gamin, parce que voilà, tant pis, hein, c'est lui qui paye pour la maison. Ça, c'est le point, tu peux le faire. Et il y a un autre point d'ailleurs qui est génial sur ce truc, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai mis à la maison, hein, soyons honnêtes, j'en ai mis un aussi. C'est que tu peux, suivant les ranges d'IP que tu veux adresser, te dire je vais passer par un autre VPN. Donc tu commences à faire quelques sources en disant je vais passer tout mon trafic par la France ou tout mon trafic par les États-Unis. Et donc si je vais sur un site spécifique, quel que soit le device à la maison, il croit qu'on est français ou il croit qu'on est anglais ou il croit qu'on est etc. Donc là c'est totalement transparent, c'est assez génial en plus de faire du QoS. Okay. Par ailleurs, une conclusion générale peut-être sur le télétravail. Oui, une conclusion. Oui, j'ai une conclusion pour une partie de mon équipe qui est assez drôle, c'est que pour le moment c'est un moment privilégié pour tous les introvertis, donc les techs ils sont assez contents, je veux dire, de rester à la maison pour la plupart, donc. Bon, faut pas que ça dure trop longtemps non plus, hein, faut pas les laisser dans cette situation, ils doivent voir des gens, ils doivent savoir qu'on existe, mais ils risquent de se remettre au ravioli froid, des trucs comme ça. On en a un chez nous qui a fait toutes ses courses de raviolis et de machin pour la semaine, après une semaine, il dit qu'il commence à en avoir marre des raviolis. Et ils vont tous prendre du poids. Parce que faites de l'exercice aussi, c'est le plus important, c'est faire de l'exercice tant que c'est possible. Je sais qu'en fonction de où vous vous trouvez, en Belgique on a cette chance, on peut encore aller se promener seul ou à deux, mais je sais qu'en France c'est un petit peu plus compliqué pour l'instant, mais si vous avez la possibilité de faire de l'exercice, de bouger, c'est moi qui dis ça, hein. je vous jure, n'hésitez pas un seul instant, aérez-vous, quoi, même ouvrir la fenêtre, voilà, et voilà. Merci à tous les deux pour ce hors-série. On se retrouvera évidemment, et on vous retrouvera d'ailleurs en duo dans pas tellement longtemps, je pense dans 2 ou 3 semaines, pour un épisode beaucoup plus classique. C'était un hors-série donc consacré au télétravail. Comme le hashtag le dit, reste chez toi, soignez-vous, prenez soin de vous, prenez soin des autres. On n'oublie pas évidemment celles et ceux qui sont en première ligne et qui par définition ne peuvent pas télétravailler et à qui nous rendons hommage chaque soir à 20h, comme dans mon quartier par exemple, ou comme chez vous.